Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui va traiter de l'action de solidarité qui est menée dans un pays qui est plongé dans une situation d'urgence extrême. En effet, les évolutions politiques en Haïti ont conduit le pays dans une situation sécuritaire inextricable. Le pays est en proie aujourd'hui au déploiement de gangs qui prennent le pouvoir par la force et terrorisent la population. L'escalade de la violence a plongé le pays totalement en apnée. Il s'agit d'une crise qu'on appelle, que l'on dit, multidimensionnelle, donc qui touche à la fois les questions politiques, économiques, sociales, et qui est sans précédent pour le pays. Les équipes de DSF en Haïti sont présentes ce soir pour vous témoigner de la réalité du terrain. On avait très envie justement d'être sur ce volet beaucoup plus opérationnel et humain. Cet échange a pour but principal d'informer, mais aussi de sensibiliser et ce que l'on souhaite remobiliser. De nombreux sujets, bien entendu, peuvent être abordés, tant le pays est riche d'histoire et de complexité. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le volet politique sur lequel nous souhaitons échanger, mais bien sûr sur la réalité vécue au quotidien par la population, sur ce qu'est la vie de tous les jours à Port-au-Prince et sur les réponses qui sont apportées pour tenter de donner un soutien adapté et réduire les répercussions de cette situation. Ainsi, l'équipe de DSF est présente pour vous raconter en direct de Port-au-Prince, témoigner des conditions de vie des populations, des défis auxquels les habitants font face chaque jour et l'impact sur le système aussi sanitaire et les actions de réponse humanitaire qui sont mises en œuvre par DSF. Donc sanitaire, bien entendu, parce que c'est aussi le cœur de l'action de DSF que d'être sur ce volet médical et psychologique. Alors, afin que nous puissions profiter au mieux de cet échange, voici quelques petites règles de bon fonctionnement du webinaire. Alors, au préalable, je pense que vous avez dû voir dans le chat apparaître l'information comme quoi déjà il est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'image, bien sûr, vous pouvez couper votre vidéo. L'équipe interviendra sur les différents sujets pendant une petite heure. Nous vous invitons, s'il y a des questions, à les inscrire dans le chat. Il suffit pour cela de cliquer en bas de votre écran sur chat pour accéder à la conversation. L'ensemble des questions seront recensées. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et bien sûr, si on n'a pas le temps pendant la présentation, il y a un temps de débat et on pourra éventuellement aussi y répondre par écrit si toutefois on n'arrivait pas à tout faire dans le temps imparti. Donc, merci de bien vouloir couper vos micros pour éviter les interférences. Nous pourrons être amenés à nous-mêmes couper vos micros si toutefois il y avait quelques oublis. Et encore merci d'être avec nous. Alors, passons aux choses sérieuses. Nous avons du coup le plaisir d'avoir avec nous une partie de l'équipe de DSF en direct, encore une fois, de Port-au-Prince. Donc, je vais vous les présenter de gauche à droite sur l'écran. À ma gauche sur l'écran, je vous présente Giovanna Salomé, anthropologue et directrice nationale de la mission DSF en Haïti depuis plus de 6 ans maintenant. Nous avons ensuite Serge Saint-Olin, médecin et référent médical de DSF depuis 2 ans, en charge de la coordination des activités médicales de la mission. Puis, je vous présente Dr Mahalia Ravi, qui est chef de projet du projet de santé materno-infantile d'urgence depuis 6 mois. Et enfin, je vous présente Roudli Lenné, qui est psychologue de l'équipe DSF depuis 2 ans, en charge du déploiement des activités de santé mentale et psychosociale auprès de la population déplacée. Donc, merci d'être avec nous pour cet échange. Et on va commencer directement avec Giovanna, puisque tu es là depuis presque 7 ans avec DSF sur le terrain. Est-ce que tu pourrais nous présenter la mission de DSF en Haïti? Et merci tout d'abord pour cette introduction et je tenais à partager ma joie parce qu'aujourd'hui ensemble pour parler de Haïti, ce qui nous est vraiment à cœur, la direction des gouvernements frontières sur le terrain. Donc pour commencer,
Je voulais tout d'abord profiter pour situer Haïti et les actions que nous réalisons d'un point de vue géographique dans un premier moment et puis d'un point de vue plus historique et contextuel. Pour ce faire, je fais appel à une efficace qui va m'être utile juste pour ceux qui sont moins voilà, habitués avec la région. Juste pour faire un petit rappel, pour dire que donc Haïti est bien situé dans les Grandes Antilles, voilà, tout près de Cuba, de la Jamaïque et de Porto Rico. Nous sommes donc sur l'île d'Haïti qui est partagée avec Saint-Domingue, avec la République dominicaine. Nous sommes seulement à 1 heure de vol de Miami. Et pourtant, nous sommes confrontés à un certain isolement par rapport à l'extérieur depuis quelques mois, plus que, enfin, presque bientôt 2 ans, parce que nous sommes confrontés à des fermetures répétées et prolongées de l'aéroport international de la capitale de Port-au-Prince, l'aéroport puissant d'ouverture. La mission de Douleur sans frontières, quant à elle, elle est historiquement basée, là je fais appel à une carte plus soumise d'Haïti, ça va nous aider à voilà, nous positionner. Voilà. Donc la mission de Douleur sans frontières, elle est historiquement basée et ancrée dans la capitale, qu'on appelle aussi la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Quand on parle de zone métropolitaine de Port-au-Prince, on parle vraiment d'une énorme agglomération urbaine qui est composée par bien 7 communes différentes. Et c'est ici que DSF est arrivé en 2010, suite à le grand tremblement de terre du 10 janvier 2010. Alors, ce tremblement de terre tristement connu a raison voilà, des pertes et des dommages qu'il a engendrés, parce que le pays a été confronté à plus de 200 000 morts, énormément de blessés, à des dommages dans les structures névralgiques du pays, notamment aussi au niveau du système sanitaire haïtien. Donc, toutefois, il faut bien garder en tête que cette catastrophe dévastatrice s'inscrit quand même dans une histoire bien plus complexe. Voilà, et cette histoire d'un pays qui traverse une transition démocratique toujours en cours. Il s'agit d'un pays qui a vécu une dictature quinquennale qui est terminée seulement en 1986. Donc, c'est un pays qui est aussi confronté, qui est confronté au cours des dernières décennies à des superpositions de pouvoir, à des stabilités politiques, mais aussi à des catastrophes naturelles et répétées. On pense par exemple à toute l'exposition, je ne sais pas, lors de l'incident cyclonique, à d'événements majeurs, à des cyclones. Enfin, c'est dans ces contextes donc que Villa Sans Frontières, arrivé ici sur les terrains de la capitale en 2010, réalise des évaluations de concert avec les autorités sanitaires, le ministère de la Santé, mais aussi des partenaires publics comme par exemple l'hôpital général, l'HEH, pour essayer de comprendre quels étaient les besoins prioritaires, et comprendre aussi voilà, les besoins en termes de développement. Et là, très rapidement, on a compris que il n'existait pas une expertise autour de la biologie, donc de la douleur, de la prise en charge de la douleur. Et c'est ainsi que le désir par BSF est né de monter un programme spécialement étudié qui est toujours en cours. Et nous sommes engagés dans le déploiement de ce programme, autant sur la capitale que sur les provinces, notamment dans le nord, dans le nord-est, dans le sud et dans le sud-est. À côté de cela, il ne faut pas oublier que je dis à partir du 2018, on observe une montée en puissance des groupes armés. Des groupes armés qui en plus se coalisent dans une vraie propre coalition structurée qui s'appelle Vive Ensemble à partir de janvier de 2024. Ces groupes armés ont une stratégie qui les amène pratiquement à gagner du territoire, à s'emparer de quartiers, avec une accélération de ce type de phénomène à partir du 2023, où nous arrivons effectivement à un contrôle des gangs de environ 90% du territoire de la capitale. Non pas seulement, la capitale demeure aujourd'hui pratiquement entrecoupée par rapport au restant du pays parce que les gangs ils ont instauré des points de péage
sur les principales voies qui relient la capitale avec Île-de-France. Donc, ça rend effectivement hyper difficile, voire complexe, impossible de affronter la voie routière pour aller de la capitale vers ces provinces. Donc, en contexte donc, de l'aggravation de cette crise sécuritaire, où nous assistons aussi, à raison des violences perpétrées par ces groupes armés, à des déplacements massifs de population à l'intérieur de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi vers les provinces. On assiste aussi à un ciblage de structures stratégiques du pays, d'un point de vue énergétique, aussi dans des structures, par exemple, dispensant des soins de base, notamment dans le champ de la santé, dans le domaine de la santé. L'hôpital dont je vous parlais tout à l'heure, l'hôpital général de la GH, est notamment été contrainte de fermer ses portes depuis l'année dernière à raison de l'avancée de ses dents. Donc ça, le contexte dans lequel voilà, la population évolue et dans lequel nous travaillons. Et c'est ce type de contexte et les besoins qui surgissent dans le cadre de cette crise qui ont amené l'Union sanitaire et la mission haïtienne notamment à mettre en place deux programmes pour essayer d'accompagner la population haïtienne au travers de cette crise. Il s'agit de deux programmes en premier plus dédiés dans l'accompagnement des personnes déplacées internes. Quand on parle de personnes déplacées internes, on parle de ces personnes qui ont été contraintes de fuir leur domicile par des violences, par la menace, ou bien face à des violences perpétrées par des gangs, justement, des conflits armés, ou en raison de conséquences de catastrophes naturelles, mais qui restent à l'intérieur des frontières nationales. Et avec ce type de population, nous proposons des dispositifs de prise en charge intégrés. Nous proposons autant de la prise en charge médicale que de la prise en charge psychologique. Et ensuite, nous avons un deuxième programme de renforcement de soins modernes infantiles dédié spécialement aux femmes enceintes, aux jeunes mères et aux enfants. Voilà, pour résumer. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je fais un petit point aléa du direct. J'ai toujours rêvé de dire ça. Il faut ajuster un petit peu les micros parce que le son est un petit peu lointain. Et voilà, et puis peut-être parler pas trop lentement, mais un petit peu plus lentement pour que tout le monde entende bien au cas où il y ait des petites problématiques de micro. Voilà. En tout cas, merci pour la présentation du contexte et de la création de la mission. Bien entendu, s'il y a des questions par la suite, on pourra revenir sur des points qui ont été mentionnés ici. Et donc, voilà, DSF en action est tout naturellement orienté sur des questions plutôt médicales et de santé publique, ce qui me permet de me tourner directement vers le docteur Serge Saint-Olympe pour savoir un petit peu comment la crise actuelle impacte-t-elle justement le système sanitaire du pays, selon toi? Merci Gaël pour la question. La République d'Haïti est une jeune démocratie, une démocratie qui se construit au fil des années et par des et cela engendre une situation assez chaotique sur le long terme qui ne permet pas toujours système de santé qui était défaillant sur plusieurs points, à plusieurs niveaux, et les indicateurs de santé prouvaient en quelque sorte à quel niveau ce système était défaillant. Haïti affichait jusqu'en 2023 le taux de mortalité maternelle le plus élevé de la Caraïbe. On avait une faible couverture vaccinale, les femmes enceintes n'avaient pas accès à des soins, les suivis prénataux n'étaient pas complets et beaucoup de femmes accouchaient sans assistance médicale en dehors des institutions sanitaires.
Les institutions sanitaires, de leur côté, étaient sous-équipées, que ce soit en ressources matérielles, que ce soit en ressources humaines. Le système de santé en soi était sous-financé. Sur les dernières années, je ne pense même pas qu'on soit arrivé à 5% du budget national alloué à la santé. Et si on se réfère un peu à la santé mentale, c'est une question qui jusqu'à présent n'était pas encore très préoccupante dans les politiques de santé. D'ailleurs, les professionnels en santé mentale ne représentaient que 2% de l'ensemble des professionnels de santé. Et pour la plupart, c'était des psychologues ou des travailleurs sociaux qui étaient déployés dans le cadre de certains programmes particuliers. On cite par exemple le programme de lutte contre le VIH-Sida. Maintenant, quand on est arrivé, quand on a basculé dans cette crise, qu'on n'arrive même plus à situer, mais on est tous d'accord pour dire que à partir de 2023, on a commencé à constater une aggravation, une détérioration, eh bien cela a impacté plusieurs secteurs, mais fortement le système de santé. On a commencé à assister à un déséquilibre complet du système. Si on essaie de se référer au modèle économique classique qui se base sur l'offre et la demande, eh bien, à partir de cette crise, on a constaté un déséquilibre majeur dans l'offre et la demande en santé. Déjà, si on regarde la demande en santé, on comprend qu'une population qui est sans cesse subit les violences des groupes armés et qui est obligée de fuir, et dans ces fuites, il y a beaucoup de cas de traumatismes physiques qui sont générés. Cette population qui est obligée de se réfugier dans des sites de déplacés où règne la promiscuité, la précarité de vie, où pullulent des bactéries, des microbes de tout genre. Et cette population qui subit un stress quotidien et qui développe des maladies liées directement ou indirectement au stress, eh bien cette population développe des complications d'ordre sanitaire qui exigeraient des soins de santé pointus. Mais de notre côté, on constate en parallèle une désorganisation, une baisse, une fragilisation de l'offre en santé. Non seulement en raison des violences, on assiste à la fermeture ou le dysfonctionnement partiel de structures sanitaires. Beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres de santé sont obligés d'arrêter leurs activités de prise en charge parce que la violence des groupes armés affecte leur zone. Et aussi en raison des axes routiers qui sont bloqués ou encore de la fermeture récurrente, répétée des ports et des aéroports, il y a également un impact sur le circuit, sur la chaîne d'approvisionnement en médicaments et en intrants médicaux. Et également, on assiste à une fuite massive de professionnels de santé. Les professionnels de santé sont obligés de fuir soit la capitale, soit le pays. Définitivement, et cela réduit considérablement le nombre de personnels santé disponibles sur le terrain pour pouvoir offrir de l'aide à la population. Et dans ce tableau qui est déjà chaotique, on a assisté à une autre aggravation de la situation avec le gel dans un premier temps, puis la suspension définitive des programmes USAID et PEPFOR, des programmes qui contribuaient énormément au financement du système de santé. Donc, brusquement, on a assisté à des licenciements, à des interruptions, des suspensions définitives de certains programmes clés de santé. Et on a affaire à une population qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée dans une situation d'inaccessibilité à des soins particuliers, d'inaccessibilité à des traitements de tout genre. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui avec le système de santé haïtien à travers cette crise. Merci beaucoup, Serge. C'est effectivement extrêmement complexe. Et puis, tu mentionnes beaucoup de points qui permettent de mieux comprendre aussi l'envergure du défi. Il apparaît notamment dans tes propos que le besoin va au-delà des besoins en santé.
ce qui colle bien sûr avec la façon dont DSF travaille sur la question de la santé mentale, qui est de plus en plus prégnante. Ça, c'est vraiment un point que j'ai relevé dans ton discours, dans ton propos. Pour rappel, en fait, aussi pour ceux qui nous écoutent, DSF a du coup une attention assez particulière sur ce qu'on appelle des soins intégrés, ce qui met en parallèle en fait des actions qui sont, enfin, ce sont des actions qui sont combinées de prise en charge médicale et de soins psychologiques pour avoir en fait une approche du bien-être global des personnes, pour que ce bien-être soit vraiment au cœur des interventions. Et pour qu'on ait vraiment cette image du contexte beaucoup plus complète, du coup, je me tourne vers Roodly, qui est donc psychologue à DSF, parce que tu es aussi également très présent sur le terrain, mais du coup, sur cette partie plutôt santé mentale. Est-ce que tu peux nous décrire justement dans quelle zone est-ce que tu interviens avec l'équipe, avec ton équipe, auprès de qui et comment est-ce que justement vous arrivez à travailler dans ce contexte? Il faut dire que la mission de DSF en Haïti intervient directement dans la capitale, notamment sur plusieurs sites de la zone métropolitaine accueillant des personnes déplacées à cause de l'insécurité. Et le contexte d'urgence dans lequel ces sites ont été créés ne donne vraiment pas de choix à la population en matière de relocalisation. Et c'est pourquoi ces sites ont une nature très, très hétérogène. C'est-à-dire que ces sites peuvent être des écoles, des églises et des bâtiments publics et parfois même des terrains vagues sur lesquels la population déplacée peut venir et construire des abris de fortune et pour s'abriter pendant un certain temps. Et quand je dis un certain temps, je connais, c'est un peu relatif parce que je connais pas mal de sites qui se développent, qui se développent un peu plus longtemps que prévu. Et aussi variés que peuvent être ces sites sont aussi très instables et évoluant au gré du contexte sécuritaire. Par exemple, il y a des sites qui sont amenés à se déplacer. Je parle des personnes qui sont amenées à se déplacer sur plusieurs kilomètres, amenant un nombre grossissant de personnes pour se reconstituer ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que ces sites n'étaient pas initialement construits pour abriter un grand nombre de personnes, et ce qui nous amène à enregistrer des conditions de très grande précarité dans ces espaces-là. Et là, on peut dire par exemple sur le plan infrastructurel, on retrouve très peu je dirais, espace où la population hébergée sur ces sites pourrait satisfaire leurs besoins. Par exemple, pour une population de 700, 800, voire 1000 personnes, on se retrouve avec malheureusement une seule toilette. Donc ça explique dans quelles conditions ces populations vivent sur ces sites. Mais il faut noter aussi que on retrouve sur ces sites une densité humaine est très très importante, c'est-à-dire sur 1 mètre carré, on trouve beaucoup de personnes entassées. Et la nuit, la population est obligée de dormir par roulement, sans matériel de couchage. Et parfois même, la population se retrouve à la belle étoile, exposée aux intempéries et à ses effets. Durant la journée, toujours faute d'espace, la population est obligée de rester à l'extérieur. Et tout cela nous permet de comprendre aussi que c'est très difficile de se reposer sur les sites à cause de l'infrastructure, à cause de la dynamique et à cause aussi de l'environnement hostile.
Si je prends l'exemple d'un site sur lequel je déploie un peu plus souvent ces derniers mois, DDEO, c'est un site qui est situé à Port-au-Prince. C'est un ancien bâtiment public qui reçoit une grande population provenant d'un très grand quartier de Port-au-Prince. Je parle de Carrefourfeuille. Au départ, cette population était hébergée sur un lycée qui se situe au plus bas de la ville, le lycée Marie-Jeanne. Mais avec l'attaque qu'on a connue au début du mois de mars, l'attaque de la prison de Port-au-Prince, mois de mars 2024, je crois, et à cause aussi des échanges de tirs qui ont suivi, donc se sentant menacée, la population était bien obligée de partir pour se réfugier sur le site de DDEO. Et sur ce site-là, on peut enregistrer, on enregistre au tout début de l'année 2025 une population de plus d'un millier de personnes avec 350 familles, plus de 200 enfants et je dirais 400 à 450 femmes. Et ça, ce sont des chiffres qui datent depuis le début de l'année 2025. Donc, on doit comprendre très rapidement que ces chiffres ont beaucoup augmenté, surtout qu'on a enregistré plusieurs attaques et des groupes armés à Port-au-Prince et qui ont augmenté le nombre de personnes déplacées sur ces sites. Mais il est aussi important de mentionner que malgré les efforts de la population pour s'abriter sur des sites, la population vit constamment sous la menace des groupes armés. Et ces groupes armés font malheureusement des actions, des exactions qui grossissent considérablement le nombre de personnes déplacées. Et tous ces exemples-là, toutes ces caractéristiques ont un impact direct sur le déploiement de l'équipe sur le terrain. Et ceci nous amène aussi à redoubler de notre effort et à faire preuve de rigueur, surtout sur le plan sécuritaire, pour mener une veille sécuritaire un peu plus constante et nous amenant à dans notre possibilité savoir comment intervenir en cas d'évolution. Et quand je parle d'évolution, on parle par exemple de barrages routiers qui peuvent entraver, voire retarder le développement de nos activités ou le déploiement de l'aide aux populations dans le besoin. Voilà, c'est tout pour montrer comment la crise affecte les populations, surtout au bas de la ville, et aussi pour montrer dans quel quartier que je travaille et à quels besoins ils font face quotidiennement. Merci beaucoup, Audley. C'était très clair et on sent vraiment qu'il y a une réelle aggravation de la vulnérabilité de la population un peu partout dans la ville finalement. Il y a une question d'ailleurs qui vient enfin, qui est passée sur le chat où on nous demande combien de personnes ont été déplacées à Port-au-Prince. Alors personnellement, moi j'ai le chiffre de 2024 de l'ONU qui mentionnait 580 000 déplacés. Donc pour petite définition, une personne déplacée, donc c'est une personne qui est obligée comment dire, euh, de se déplacer, mais au sein même de son pays. Donc, il n'y a pas de passage de frontière, puisque si c'est le cas, dans ce cas-là, la personne devient réfugiée. Donc là, on parle bien de populations qui sont obligées de se mouvoir d'un quartier à un autre quand on parle de Port-au-Prince, ou bien d'une province à une autre en Haïti. Sur les 580 000 déplacés qui étaient mentionnés par l'ONU en 2024, tu as mentionné quelque chose qui est très important et aussi très important pour l'action de DSF, puisque sur ce volume de personnes déplacées, il y a environ 54% des personnes qui sont des femmes ou des filles. Et ce sont déjà à la base, en fait, des personnes qui sont assez vulnérables. Et tout ce contexte, toute cette situation euh, rend leur situation, enfin, comment dire, leur état encore plus
aggravée. Pardon, excusez-moi, je bégaye un petit peu, mais leur vulnérabilité est accrue à tout point de vue. La simple question de l'accès aux soins de santé est un défi, c'est ce que disait aussi Serge, et celui à la santé materno-infantile qui plus est. Ce qui me permet pour qu'on finisse aussi d'avoir cette image globale du contexte, en tout cas dans ce domaine-là, et sur l'action qui est menée par DSF, je me tourne vers Malia, qui est donc chef du projet Mamanatitik, et je sais que je le dis pas très très bien, euh, et qui traite justement de ces questions de santé materno-infantile. Est-ce que tu peux nous préciser comment est-ce que vous accompagnez ces populations? Quelles sont les conditions et les besoins qui sont relevés et les prises en charge qui sont effectivement mises en place? Peut-être de dire aussi ce que veut dire Mamanatiti. Je ne sais pas. OK. Donc, je te remercie, Gaëlle, pour cette question. Et déjà, pour traduire un peu Maman Titi, qui est le nom du projet, ça veut dire les mamans et les enfants. Les mamans et leurs enfants. OK. Donc, pour répondre à ta question, il faut savoir qu'à Douleurs sans frontières, nous accompagnons en Haïti les populations extrêmement vulnérables, en particulier les personnes déplacées internes qui vivent dans des sites informels en pleine région métropolitaine de Port-au-Prince et dans ses environs. Donc, ces familles qui ont dû fuir leur quartier en raison de la violence armée, des menaces directes ou encore de la perte de leurs moyens de subsistance se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de vie précaires et sans espoir immédiat de retour chez elles. Donc, en général, les abris sont faits de bâches ou encore de matériel de récupération, souvent sans cloison, sans ventilation et sont très peu résistants à la pluie. Donc, la promiscuité est extrême. Plusieurs familles partagent quelques mètres carrés et vraiment sans aucune intimité. Donc, le climat dans les sites est assez bruyant puisqu'il est rythmé par des cris, des pleurs, des bruits de tir parfois et même de la musique à toute heure. Donc, ça entraîne vraiment une perturbation du sommeil. Donc, l'accès à l'eau, elle est rare et souvent payante et la qualité n'est pas toujours garantie, ce qui réduit un peu l'hygiène de base et expose ces familles à un risque accru de maladies infectieuses. En ce qui a trait à la nourriture, elle est insuffisante. Les familles sautent fréquemment des repas et dépendent vraiment d'aide ponctuelle ou encore de la solidarité entre personnes déplacées. Et sur les sites, les odeurs de déchets, de fumée, d'eau stagnante ou encore les émanations en provenance de canalisations à ciel ouvert sont omniprésents et créent vraiment une atmosphère oppressante pour les personnes qui y vivent. Le quotidien de ces familles est caractérisé par une instabilité constante. Chaque journée commence vraiment dans l'incertitude et se résume à une lutte incessante pour leur survie. Les parents passent leur journée à chercher de quoi donner à manger à leur famille et d'un autre côté, les enfants sont souvent déscolarisés, ils errent dans les sites et sont exposés à des violences de tout genre. On parle de violences physiques ou encore verbales. Ils n'ont pas d'espace pour jouer, pour apprendre. Vraiment, ces familles vivent sous tension et craignent vraiment des rafales de tirs, des balles perdues et vivent avec une peur permanente d'un nouveau déplacement et ou encore d'un épisode aigu de maladie sans avoir accès vraiment à des soins. Donc, ce contexte affecte vraiment la santé mentale de ces personnes et crée une forme d'usure qui vraiment empêche à ces gens de se projeter. Et en parallèle, nous travaillons aussi dans des quartiers populaires comme Jalousie. Est-ce qu'on peut projeter pour moi l'image de Jalousie? OK. Donc, Jalousie qui est une bidonville perchée vraiment à flanc de montagne au-dessus de Pétionville. Et c'est un quartier qui est densément peuplé et en manque d'infrastructures de base. La population de Jalousie est estimée aujourd'hui à plus de 80 000 habitants. La circulation est très difficile car les voies d'accès sont faites de sentiers exigus ou encore d'escaliers à pic qui amènent aux bâtisses.
Et à cela s'ajoutent des risques environnementaux comme des glissements de terrain ou encore des inondations. Donc, comme pour les personnes déplacées, on a ces résidents qui font face vraiment à un enchaînement de défis parce que ils font face à un contexte d'insalubrité généralisée en raison du manque d'assainissement et aussi l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation ou encore aux soins de base est très limité. Donc, dans ce modèle de quartier populaire, les gens vivent vraiment sous le seuil de la pauvreté et sont en situation d'insécurité alimentaire. Par exemple, dans une famille de 4 personnes, un repas de base dépasse les 7 dollars américains, qui est une somme que les gens ne peuvent se permettre vraiment au quotidien. Et aussi sur le plan sanitaire, le quartier de Jalousie, dans le quartier de Jalousie, on retrouve vraiment une seule institution publique, un centre de santé communautaire qui est le centre de santé de Jalousie, qui dessert vraiment toute cette population. C'est une structure de proximité qui est assez précieuse pour la communauté de Jalousie, mais qui offre des services de soins très limités, excluant les soins psychologiques et avec un personnel vraiment en sous-effectif. Voilà en quelque sorte le tableau qui résume les conditions dans lesquelles les enfants grandissent, les femmes accouchent, les familles survivent, qu'on soit sur les sites de déplacés ou encore dans un quartier populaire comme Jalousie. Donc, et c'est précisément pour cela que DSF intervient dans ces territoires auprès des communautés, en essayant de privilégier en quelque sorte les zones où il y a vraiment un double cumul de vulnérabilité. Donc, d'un côté, on parle de crise humanitaire immédiate, donc on parle de déplacement, on parle de précarité extrême, et d'un autre côté, un accès quasi inexistant de soins physiques et psychologiques. DSF appuie aujourd'hui 2 structures de santé, parmi lesquelles le centre de santé de Jalousie, pour vraiment renforcer la capacité de cette structure à offrir des soins de qualité en santé maternelle, materno-infantile et en santé mentale, et pour la population qu'il dessert. Et nous intervenons aussi au plus près des familles déplacées à travers les cliniques mobiles que nous réalisons et des activités de sensibilisation ou encore de soutien psychosocial pour vraiment essayer de répondre à leurs besoins immédiats. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il en est. Grand merci Maya pour toutes ces précisions. Je pense que ça donne une bonne vision, j'espère en tout cas pour tout le monde, une vision plus claire des difficultés des conditions de vie actuelles d'une grande partie de la population. Ça permet aussi de mieux comprendre dans quel contexte DSF intervient. D'ailleurs, pour cela, on a un petit reportage à vous proposer qui a été réalisé par une journaliste du nom de Lucia Capuzzi du journal italien Avvenire. Je le dis avec l'accent, mais c'est pas forcément le meilleur. Qui a été réalisé pour montrer un peu l'activité dans le centre de santé Petite Place Caso, qui est partenaire de DSF. Questo è il centro di salute di Petite Place Caso, alla frontiera tra il comune di Tabarre e di Delmas. L'occupazione del territorio della capitale da parte delle gang ha comportato anche la chiusura di molte strutture ospedaliere, come per esempio quello che è chiamato l'Hôpital Général, che è l'ospedale pubblico della capitale. Una maniera interessante per rispondere a questo tipo di problemi era cercare di rinforzare dei centri di salute iscritti dentro le comunità che avevano una prossimità con la popolazione, perché ormai muoversi a Port-au-Prince è complicato. Ridurre il percorso riduce il rischio di essere toccati da un proiettile, di essere sequestrati e altro. La guerriglia, no? tra i gruppi armati per accaparrarsi il nuovo territorio e la polizia, le forze armate, sono frequentissimi.
e il settore sanitario in difficoltà a rispondere, soprattutto i servizi, sai, i servizi di pronto soccorso, perché le persone che sono toccate da queste mine vaganti sono veramente, il numero è esponenziale. L'idea è quella di proporre degli interventi di salute che abbiano un approccio olistico, un approccio integrato, e l'impegno sulla salute mentale per noi è tanto più importante nella misura in cui purtroppo da parte delle autorità sanitarie non ci sono ancora dei budget dedicati per esempio a questo tipo di figure specializzate all'interno del sistema sanitario. Sono dei traumi che passano certe volte per il corpo, cioè nel senso sono le persone purtroppo che sono violentate o che sono malmenate, ma sono a volte anche dei traumi semplicemente diciamo nell'animo, nelle menti, no, di queste persone. E qui praticamente che fanno? Prendono i segni vitali delle donne incinte che aspettano così poi il loro momento della consultazione, e quindi di solito le nostre psicologhe fanno delle sensibilizzazioni per spiegargli alcuni obiettivi delle attività, ma soprattutto per sensibilizzarli rispetto a quello di cui ti parlavo, no? Saper riconoscere i sintomi di un trauma, di un stress che merita di essere preso in carico. Io abito il paese dal 2011 e sono arrivata in una piena risposta post-terremoto, con una miriade di attori e tanta difficoltà sul terreno, delle persone in sofferenza, voglio dire, però ho visto cambiare e peggiorare la situazione purtroppo nel corso degli ultimi anni sotto i miei occhi, cioè nel senso che l'Haiti che ho conosciuto nel 2011 non è l'Haiti di oggi, e che la popolazione è stata chiamata a dover rimettere in discussione il modo in cui abita questa città, il modo in cui la viviamo, il modo in cui si va a lavorare, il modo in cui i bambini fanno scuola, il modo in cui si socializza. È una crisi che si cristallizza. Questa cristallizzazione la rende meno rumorosa come crisi rispetto ad altre forse, ma in termini di impatto è al pari, cioè, di un contesto di guerra. Voilà, on pourra, bien sûr, encore une fois, il y aura un temps d'échange et de débat où vous pourrez poser vos questions, bien entendu, et échanger sur ce qu'on vient de voir. L'idée était aussi de continuer à se pencher de façon plus précise sur les activités qui sont déployées par DSF, parce qu'on a vu une partie contexte avec des axes de travail, bien entendu, mais on peut aller encore un petit peu plus précisément dans dans ce qui est mené. Comme on peut le constater face à la fragilité du système sanitaire, la question se pose de savoir quels sont les défis que les équipes de DSF traitent quotidiennement au cours de ces activités pour la mise en place des activités, mais aussi quelles pathologies sont les plus souvent recensées, traitées à la fois d'un point de vue médical, mais aussi bien entendu d'un point de vue psychologique, ce qui permettra, je pense, à chacun de comprendre un petit peu mieux voilà, le volume et la sphère d'activité de l'ONG. Du coup, je me tourne vers vous, Serge et Roudli, encore sur ces questions médicales et psychologiques, pour savoir un petit peu si vous pouviez nous aider à mieux cibler, à décrire l'état psychique et somatique des personnes qui vivent dans cette situation, dans ces situations. Bon, on comprend par rapport Micro. C'est bon. OK. On comprend par rapport à ce tableau que vient de dépeindre mes collègues Woodley et Ravix. La situation de cette population au jour d'aujourd'hui est assez difficile. Cela, bien évidemment, a des impacts, a des répercussions sur la santé physique avant tout. Je dis avant tout, bien évidemment, ma qualité de médecin qui constate plus les symptômes physiques que la symptomatologie mentale. On a dans ce contexte de crise un déséquilibre complet
du système de santé qui affectent directement la population. Comprenez que dans ce contexte de stress quotidien, dans ce contexte où la population vit au jour le jour et avec une anxiété, une angoisse qui est réelle d'ailleurs, parce que la menace est là, la menace est là et elle est grande. Donc cette situation génère ou bien multiplie, intensifie le développement de maladies liées au stress. Prenons par exemple des maladies comme l'hypertension, comme le diabète, comme d'une manière générale les maladies cardiovasculaires qui ont un lien de causalité avec le stress. On comprend que on constate dans ces situations une augmentation flagrante des nouveaux cas de patients touchés par ces maladies. Et en même temps, on constate une aggravation ou encore une augmentation des complications de ceux et celles qui étaient déjà diagnostiqués hypertendus ou encore cardiaques, etc. Et cela est assez similaire pour bon nombre de pathologies qui sont liées au stress. Et pendant qu'on a cette augmentation flagrante, considérable de l'incidence de ces maladies et de l'incidence également des complications, on a en parallèle une fragilisation, un dysfonctionnement des dispositifs qui jadis étaient en place pour faire face à ces maladies. On a beaucoup de programmes de lutte qui ont été suspendus, beaucoup d'hôpitaux qui offraient des services à des patients qui n'existent plus ou qui ont dû fermer leurs portes. On a également un circuit en approvisionnement de médicaments qui est sans cesse mis en branle par la violence des gangs et cela limite l'accès pour ces populations aux médicaments, aux traitements importants pour leur survie. Si on prend d'autres types de maladies, comme par exemple les maladies infectieuses, eh bien, on constate également que par rapport au tableau qui a été dépeint, que la situation favorise l'émergence ou la propagation de maladies infectieuses. On a une population qui vit dans des sites provisoires et où l'accès à l'eau n'est pas toujours évident et quand on arrive à avoir un peu d'eau, c'est pas toujours de bonne qualité. Les conditions hygiéniques sont peu respectées. L'assainissement est mal géré. Beaucoup de déchets traînent sur les sites et la population vit dans une précarité qui favorise l'émergence, la recrudescence de certaines maladies. De plus en plus, on constate des cas de choléra et sur des sites de déplacés, mais également en dehors de ces sites. Parce que il ne faut pas croire que la population vivant sur le site est isolée du reste de la population. Donc, beaucoup de cas de choléra ont été répertoriés. Pareil pour des cas de paludisme, surtout que la saison pluvieuse est en approche. Beaucoup de cas également de maladies évitables par la vaccination sont recensés. On parle par exemple de la rougeole, de la rubéole chez les enfants. Donc, on constate vraiment beaucoup de cas de maladies infectieuses. Et comme je l'ai dit tantôt, là, je parle vraiment pour une symptomatologie plus médicale. Je pense que Woodley pourrait nous en dire plus sur les symptômes liés à la santé mentale qui sont répertoriés. Justement, dans nos interventions sur les sites de personnes déplacées, nous réalisons des séances de psychoéducation dans lesquelles nous utilisons des outils qui nous permettent de repérer, mais de comprendre aussi que pas mal de personnes sur les sites présentent de signes du stress post-traumatique. Et là, on parle d'un ensemble de réactions d'une personne ayant vécu une situation difficile dans laquelle sa vie a été menacée, son intégrité physique a été mise en jeu et qui présente des effets qui perdurent dans le temps. Et on peut prendre rapidement trois effets, par exemple la reviviscence. C'est quand on est amené à revoir, à revivre la situation difficile, même après plusieurs mois.
Et on peut aussi citer l'évitement, c'est le fait de prendre cette distance avec tout ce qui nous rappelle la situation difficile qu'on a vécue, que ce soit par ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on pense aussi. Et on peut aussi parler de l'hypervigilance qui est le fait de se mettre aux aguets pour se protéger, le fait d'être toujours sur ses gardes pour se protéger. Et l'insécurité persistante qu'on connaît en Haïti, particulièrement à Port-au-Prince, inflige aux familles, surtout aux parents, un stress constant. Et dans les séances, on rencontre beaucoup de personnes qui nous expliquent comment ils se battent avec ces signes qu'on vient de citer. Et ces signes-là, il faut dire que ce sont des signes qui altèrent profondément la qualité de la vie du patient. Donc là, on rencontre dans les séances comme on vient de citer, des signes d'hypervigilance qui amènent aux patients à développer des difficultés d'endormissement, voire des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et parfois même une grande difficulté à gérer ses émotions. Le séisme du 12 janvier 2010 est ce qu'on vit actuellement dans la façon qu'elle est vécue par les populations. Et comme je disais toujours, ici en Haïti, c'est très difficile de parler de post-traumatique parce que dans la situation, dans la phase de post, on n'est pas encore parce que les situations difficiles, les situations douloureuses s'enchevêtrent et s'entremêlent sans donner une forme de répit à la population. Et finalement, je dois aussi souligner que ils sont nombreuses les familles qui sont séparées, qui sont fragilisées, disloquées, frappées par la mort et par le deuil, surtout avec cette insécurité. Et les stratégies individuelles sont affaiblies. Les stratégies communautaires aussi sont vraiment éprouvées. Parce que là, on est dans un contexte où les stratégies communautaires sont éprouvées par une forme de fragmentation de l'espace qui est due à l'insécurité et à la surveillance aussi imposée par l'insécurité, les groupes armés de côté et les brigades de quartier de notre côté. Donc, on est amené à travailler sur tout ça pour construire du lien et essayer de permettre à la population non seulement de créer du sens, mais aussi de se projeter pour essayer de construire leur avenir. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que pour parfaire l'image, enfin et la vision de comment se passent les choses en Haïti et bien sûr les activités et le quotidien, il y a deux derniers points, je pense qu'il faut que sur lesquels on devrait terminer. Ils sont justement la question des contraintes. On a parlé de difficultés, de beaucoup de choses, mais comment ça se traduit en fait au quotidien de façon un petit peu épurée? On a parlé de sécurité, etc. Donc, Giovanna, je me tourne vers toi juste pour voilà, parler plus concrètement de comment ça se traduit au quotidien, quelles sont ces contraintes auxquelles les populations et les équipes font concrètement face tous les jours, mais également peut-être d'enchaîner directement aussi sur et quelles sont les perspectives d'avenir aussi dans ce contexte-là. Comment est-ce que vous voyez un petit peu les interventions futures? Voilà, je pense qu'avec tout ce qu'on a pointé du doigt, ce sont deux éléments très pertinents à creuser avec vous. Et oui, merci Gaëlle. Je voudrais reprendre un élément que notamment j'avais évoqué déjà dans le reportage du journal italien qu'on a passé tout à l'heure, pour dire que la crise que le pays traverse, en fait, c'est une crise qui frappe la société haïtienne d'une manière assez transversale. Au cours du webinaire, jusqu'à présent, nous avons eu l'occasion de raconter davantage ce qui s'implique et la manière dont ça impacte et ça se matérialise cette crise, si vous voulez, pour les bénéficiaires que nous accompagnons.
mais nous n'avons pas eu encore l'occasion de dire aussi, de raconter aussi peut-être la manière dont cette crise frappe aussi, par exemple, les personnes avec lesquelles nous collaborons. Et je pense tout d'abord, par exemple, aux soignants. Voilà. Aux soignants qui notamment ont été au centre de la crise sécuritaire. Je pense notamment à la période, enfin à l'année du 2023, où en fait le pays a connu un phénomène d'enlèvement contre rançon vraiment important. On parlait presque d'une usine du kidnapping, et en fait le nombre de soignants kidnappés en 2023, c'était vraiment des nombres explosifs, parce que les soignants, ça payait bien. Voilà, donc nous sommes beaucoup questionnés aussi de la manière dont, par exemple, Doula Sans Frontières pouvait s'engager à côté des soignants pour les accompagner face à tout, à cette surexposition à une violence et dans un incident sécuritaire de ce type. Nous avons été, par exemple, parfois sollicités, même par des partenaires, à accompagner certains soignants qui avaient été directement ou indirectement touchés par des enlèvements, ou par exemple, je me rappelle lors de l'attaque de Carrefourfeuille, qui c'est un quartier informel de Port-au-Prince, où on a assisté à un mouvement de population vraiment massif suite à l'attaque des gangs armés. Et là encore, un partenaire, il nous a sollicité pour accompagner les jeunes résidents du service de pédiatrie, tous amenés à devoir fuir leur domicile. Et d'ailleurs, parmi certains d'entre eux, il y en avait certains qui ont été obligés d'habiter l'hôpital parce qu'ils avaient nulle part où y aller, par exemple. Voilà. Donc, je tiens aussi à dire que nous essayons au maximum de réfléchir aussi à comment prendre soin de ceux qui soignent. Et parmi eux, j'ai envie aussi de citer notre équipe, finalement, les collègues qui rendent tout ça possible aujourd'hui sur le terrain, parce que si nous sommes arrivés, au quotidien, à réaliser tout ce qu'on réalise, c'est grâce à eux, à la manière dont ils arrivent à tenir, à endurer, à se réinventer finalement face à toute cette surexposition, à cette violence. Parce qu'on a des membres de l'équipe, nous sommes tous exposés d'ailleurs. Dès que tu habites dans le pays, tu ne peux pas ne pas l'être, mais d'ailleurs, il y en a certains qui étaient vraiment frappés, ayant eux-mêmes à devoir fuir leur domicile ou leur famille. Donc voilà, nous essayons au maximum d'être solidaires, d'essayer de créer des moments pour discuter, pour verbaliser ensemble, ce qui nous arrive, pour essayer de traverser, toutes ces épreuves. De l'autre, je tiens juste à dire un dernier mot sur le fait que nous habitons donc dans un pays, et notamment dans une capitale qui a changé. Ça aussi, je l'ai évoqué. Ça veut dire c'est une capitale où souvent donc ces attaques n'arrivent pas à être contrecarrées comme il faudrait par les forces de l'ordre. Et donc du coup, la population, malgré elle-même, a commencé à s'auto-organiser pour se défendre. Pour défendre l'impasse où ils habitent, la maison, le quartier, le voisinage, comme il peut. Ce qui a amené dans des moments d'attaque plus efférés et systématiques qu'on a connus, notamment sur le 2024, par exemple, à mettre en place vraiment des barricades avec du matériel de récupération, des frigidaires, des carcasses de voitures et autres, pour mettre en place une défense au mieux qu'ils pouvaient, quoi. Et on assiste à un vrai propre phénomène de formalisation, de ces barricades, ça se structure et ça se met en place par des barrières. Donc, on voit une ville qui est physiquement entrecoupée. Les quartiers sont entrecoupés une avec l'autre. Ces brigades, à peu près, elles gèrent les entrées et les sorties dans les quartiers, et la population a été contrainte de s'imposer, auto-imposer, je dirais. Par moments, c'est venu depuis les autorités, mais ce qu'on peut voir, c'est que désormais, la population, il s'est auto-imposé une sorte de couvre-feu pour se défendre et défendre leurs biens et les personnes qu'on aime. Voilà, donc c'est un petit peu ça, le cadre. T'entends, Gaëlle? Oui, c'est revenu. Voilà. C'est vraiment une toute petite seconde qui a coupé. Voilà. Et Sage, tu veux peut-être...
On avait une deuxième question, non, pas vrai, Gaëlle, qui s'était enchaînée un petit peu nos perspectives, je pense, non? C'est ça que tu avais, il me Oui, semble. sur les perspectives, mais peut-être avant de parler des perspectives, on a une question d'une personne qui dit qu'on a l'impression que DSF est seul sur le terrain. Et est-ce qu'il y a d'autres forces avec nous? Donc, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu, voilà, quelle est la situation au niveau des actions d'autres ONG, d'autres organisations internationales peut-être? Quelle est un petit peu la photographie et les interventions, qui intervient et peut-être sur le domaine de la santé, parce qu'après on peut être très large, mais rapidement avoir une photographie de... Bon, alors, effectivement, aujourd'hui, c'était un peu un webinaire pour vous raconter du pays et pour vous raconter de ce que nous faisons. Donc, par force des choses, effectivement, on a beaucoup zoomé sur nous et sur ce que nous réalisons. Mais non, heureusement, nous ne sommes pas seuls parce que les défis sont innombrables. Et malgré, il y a plusieurs acteurs sur le terrain qui se déploient, ces efforts ne sont pas suffisants. C'est clair qu'il y a un système de coordination, qui s'assoit d'un point de vue étatique, qui s'assoit d'un point de vue, par exemple, des agences onusiennes. Les principales agences onusiennes sont présentes dans le pays et ils travaillent, comme dans tous les pays, un peu en urgence par un système de coordination, par cluster, selon différents domaines d'intervention. Nous sommes très actifs dans des tables de coordination relativement à la santé mentale, oui, j'ai bien dit, à la santé mentale, à la santé, à la protection, notamment à la réponse sanitaire sur les sites déplacés. Donc, nous avons des collaborations privilégiées avec ces autorités sanitaires par le ministère, la direction départementale de l'Ouest où nous sommes basés. Mais il y a bien sûr d'autres organisations qui travaillent dans la santé. Par exemple, nous avons un partenariat assez solide, pluriannuel, par exemple avec Handicap International, Humanité Inclusion, voilà, sur lequel on travaille ensemble un petit peu pour propager une culture de la prise en charge de la douleur à l'échelle nationale et notamment auprès de certains partenaires en province qui travaillent avec des personnes porteurs d'handicap, voilà, et à réadaptation. Voilà, bon, en fait, la liste, elle est énorme parce que il y a énormément d'acteurs qui travaillent. Mais ce que je veux dire, c'est que les besoins sont vraiment très importants parce que cette crise est un petit peu, bon, je vais pas répéter ce que mon collègue Serge a expliqué tout à l'heure, mais aussi cette coupe de l'USAID notamment, a un impact assez désastreux pour tout ce qui est le système, le système sanitaire et certains programmes essentiels qui étaient réalisés au niveau du pays à l'échelle nationale. Donc en fait, les besoins sont innombrables. Je ne sais pas si ça répond. Du coup, mais... en partie. Ce que je propose, c'est, il reste encore effectivement une dernière question sur les perspectives, et puis il y a une petite vidéo qu'on souhaiterait montrer à tout le monde. Donc je vous propose qu'on enchaîne là-dessus. Avant de répondre, et notamment il y a une question de Magdalene sur la santé mentale des enfants. Je vous propose, Magdalene, qu'on pose cette question au moment des débats. N'hésitez pas à la poser directement à l'équipe. Comme ça, on termine sur les présentations et on fait la petite vidéo et on passe aux questions, débats, échanges. Voilà. Du coup, Giovanna, si tu veux bien nous dire un petit peu comment est-ce que vous voyez les perspectives d'avenir et les interventions futures rapidement, et puis effectivement de voir un petit peu cette vidéo que tu vas nous expliquer. Ouais. Tu as le sens? Ah oui. En fait, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à ce qui a été peint comme tableau, par rapport aux enjeux, je pense que la chose à faire vraiment se résume en un seul mot: agir. Il nous faut vraiment agir dans ce contexte de crise, agir pour apporter des réponses proportionnelles à la situation. Il nous faut agir non seulement à travers des actions directes, des actions d'urgence, que ce soit pour apporter des soins d'urgence aux populations, particulièrement à la population déplacée, agir pour améliorer la situation
en termes d'accessibilité à l'eau, en termes d'hygiène sur les sites de déplacés, mais également à travers toute cette capitale qui est et qui subit cette violence au quotidien. Il faut également agir sur la protection de l'enfance, agir contre les violences basées sur le genre, agir pour restaurer un circuit éducatif dans cette période de crise. Mais il nous faut également agir pour renforcer les structures étatiques, que ce soit au niveau stratégique, au niveau opérationnel ou au niveau tactique du système de santé haïtien. Il nous faut renforcer les institutions afin de leur permettre d'être mieux armées pour répondre aux besoins de la population, pour relancer, redynamiser certains programmes de santé clés et permettre à cette population de survivre à travers cette crise qui perdure. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter. Non, grosso modo, c'est juste pour très rapidement pour rebondir sur ce que Serge dit. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec nous pour être très pratico. Nous, on souhaite vraiment poursuivre les programmes en cours déjà, mais tout en gardant en tête que pendant qu'on essaie de répondre, disons, aux besoins les plus urgents, on veut aussi tenter, dans le quotidien, de donner notre contribution pour construire cette après-crise. Car nous, on croit avec la population haïtienne qui aura une après-crise, bien que, voilà, on ne va pas tout de suite là, dans l'immédiat, quand exactement se stopper, mais ça va bien arriver. Donc, du coup, il faut préparer ça. Et on le fait en essayant, par exemple, d'intégrer dans tout type de programme que nous réalisons du renforcement de compétences, de la formation, que ce soit avec les soignants ou les structures sanitaires avec lesquelles on collabore, mais que ce soit aussi, tu vois, au niveau plus communautaire, en accompagnant, par exemple, les leaders communautaires pour qu'il y ait des messages clés, ou voilà, des bonnes pratiques qui puissent être diffusées au niveau des quartiers et des communautés que nous côtoyons. Un autre engagement pour nous, c'est de continuer à faire comme on l'a fait aujourd'hui, c'est de parler d'Haïti, de cette crise qui est très peu verbalisée, je trouve, et très peu médiatisée pour qu'elle soit connue, pour qu'on puisse comprendre et pour qu'on aborde la question dans toute sa complexité. Donc l'idée, effectivement, Gaëlle avait évoqué le fait qu'on voudrait juste vous montrer un petit trailer d'un petit projet en cours, donc un coming soon. On n'est pas encore prêt tout à fait, mais voilà, c'est pour nous, on est en train de préparer un petit vidéodoc sur l'urgence en Haïti, ce que nous réalisons, aussi pour essayer de donner la possibilité à des personnes de témoigner, voilà, des bénéficiaires, des personnes que nous accompagnons, de pouvoir témoigner de ce qu'est la crise pour eux. Donc voilà, j'aimerais bien vous partager un tout petit teaser. Que m'pa di m'tap viv 100% bien, même m'te bien, m'te la kay mwen. C'est bandi qui vient entrer dans zone nan, bandi voye nous dehors. Lem te kouri, c'est dokay nous plus fort nous te kouri jambe parce que monsieur était arrivé sous nous. Gen, moun mwen pa petit point encore qui mouri dans événement tout. 7 mars 2025 ça ba 1 an depuis nous en dans DDO. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, on va passer aux questions, aux remarques, aux échanges. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Je crois que c'est en cliquant sur réaction en bas de votre écran, là où il y a un petit cœur, vous pouvez du coup lever la main comme ça pour qu'on puisse vous donner la parole et pour que l'équipe puisse échanger avec vous. Alors, je vois que Williamson lève la main. Oui, allô, allô, Oui, allô? bonjour. Oui, oui, oui. Ah, salut, comment allez-vous? J'ai une question, c'est par rapport à ce qui... Giovanna a fait dans l'intervention de Giovanna, j'ai pu comprendre que le staff de DSF sur le terrain est lui-même, subit lui-même euh, les torts qui ont rapport à ce qui se passe à Port-au-Prince et en Haïti. Je voulais savoir comment Adolescents Frontières
Est-ce que à Adolescents-Sans-Frontières, il y a des dispositifs de prise en charge, bon, d'auto-prise en charge en quelque sorte, j'essaye de dire, pour les personnels, par exemple, de santé ou bien les personnels et euh, sur le terrain, parce que et c'est bon par rapport à cette réalité, est-ce que ils ne sont pas eux-mêmes exposés à une situation où ils peuvent être bon, un peu dépassés par ce qui se passe, parce que étant donné qu'ils sont ils subissent eux-mêmes euh, ils subissent eux-mêmes et, euh, et les difficultés sur le terrain. Donc, c'était ça ma question. Je voulais savoir si au sein de DSF, il n'y a pas des dispositifs spécifiques pour les personnels de santé, les personnels en psychologie. Je ne sais pas. Comment tu souhaites qu'on s'y prenne, Gaëlle? Est-ce qu'il y a plusieurs questions? On répond au fur et à mesure. Bah, en tout cas, il y en avait au moins deux, donc celle de Williamson et une de Magdalene qui posait la question de savoir si on agissait sur le domaine de la santé mentale des enfants. Donc, on peut aussi répondre à cette question en même temps. Et pour l'instant, il y a pas d'autres questions, mais il y aura d'autres interventions, j'imagine. Tu aimerais que je commence et puis toi derrière avec la question de Williamson, tu Très bien, très bien. Alors, voilà, fais comme ça. Je voulais répondre très rapidement, c'est que sur les sites de personnes déplacées, nous réalisons également des activités pour les enfants. Notamment, nous réalisons des séances de prise en charge sur le renforcement des capacités de résilience avec les enfants. Et c'est une forme de prise en charge un peu plus structurée qui s'inscrit sur plusieurs séances. Et nous réalisons des séances psycholudiques, c'est-à-dire nous mettons en place des séances où les enfants peuvent jouer, mais ce sont des jeux qui parallèlement leur permettent de en même temps développer leur capacité de résilience. Et ça c'est très important parce que au début j'ai mentionné les difficultés que rencontrent les populations sur les sites. J'ai mentionné la question de l'espace et à cause de par manque d'espace, les enfants ont beaucoup de difficultés à se détendre, à mettre en place des activités ludiques. Et ça, je me rappelle un enfant qui m'avait dit, je ne me rappelle pas depuis quand j'ai joué. Vous vous imaginez un enfant pour qui jouer est très important et qui ne peut pas se rappeler depuis quand il a pris part à des jeux. Et ça, on vient pour répondre à ce besoin, mais dans le sens aussi de construire derrière, de les aider à développer en même temps leur capacité de résilience. Du coup, je prends le relais et je peux vite, avant de répondre à la question de Williamson, juste pour préciser, parce qu'à un certain moment, il y avait une question par rapport au nombre de personnes déplacées actuellement. C'est vrai que dans le dernier exercice de recensement réalisé de la part de l'OIM, on est à plus qu'1 million de personnes déplacées sur le, en fait, au niveau national, au niveau national. Voilà, donc ça a pas mal augmenté malheureusement au cours des derniers mois. Et pour ce qui concerne les dispositifs d'accompagnement de l'équipe, bon, alors, disons que nous avons fait, dépendamment des moments, des personnes et de la typologie de problèmes repérés, on a réalisé, surtout à partir, je dirais, du 2023, voilà, à partir du 2023, des différents types d'actions. Par exemple, nous avons fait appel à un réseau de psychologues qui, de manière bénévole, nous ont accompagnés à distance depuis la France, avec lesquels des prises en charge un peu groupales ont été réalisées et pour ceux qui ont voulu aussi des séances individuelles.
C'était dans le cas en particulier d'un moment d'aggravation de la situation sécuritaire au niveau du pays, où en particulier un de nos staffs avait été contrainte de fuir son domicile. Nous avons aussi fait appel à des prestataires en santé mentale haïtiens. Certes frappés, c'est juste de dire ça, effectivement eux sont frappés aussi, mais qu'ils ont quand même une connaissance assez fine aussi des dynamiques locales, qui nous ont accompagnés par exemple dans un travail pour renforcer nos capacités et nos compétences de la gestion de notre stress, par exemple le quotidien. Ça a été très intéressant, ça a été plutôt un parcours de type groupal avec l'équipe. Et puis, je vous cache pas, on essaie aussi de trouver des occasions pour faire un peu ce qu'on appelle des activités de team building, de nous imposer aussi. L'équipe travaille dur, et donc de nous donner aussi la possibilité d'avoir, des moments de socialisation où on peut, aussi nous détendre, nous changer les idées et avoir un cadre, un peu jovial pour évoluer ensemble. On est un petit peu en retard sur notre horaire, du coup, encore une petite dizaine de minutes s'il y a des questions pour terminer ce webinaire. Il y avait une question, alors je l'ai plus sous les yeux, mais qui demandait si justement il y avait d'autres acteurs sur le terrain et si DSF était amené à mutualiser en fait ses actions ou pour potentiellement, j'imagine aussi les frais, les coûts, etc. Alors peut-être sans rentrer dans ce détail-là, mais peut-être de voir un petit peu comment on fonctionne au niveau partenarial. Moi, je crois que la question veut peut-être expliquer est-ce que ça nous arrive de travailler de concert avec d'autres partenaires pour réaliser nos activités. Je ne sais pas trop, mais je dois mentionner que sur les sites de personnes déplacées, on réalise des cliniques mobiles en partenariat en collaboration avec des personnels des centres de santé sur lesquels on intervient et qui nous aident beaucoup. Et on salue aussi leur courage dans la réalisation des cliniques mobiles, surtout sur la partie médicale. On collabore beaucoup avec les autres organisations sur le terrain. Nous sommes conscients que nos interventions ne permettent pas de toucher à tout et toucher tout le monde. Malheureusement. Donc, parfois, à travers des activités, des interventions en santé, on répertorie d'autres soucis, d'autres problèmes, soit sur les déplacés, soit au niveau des communautés. On fait remonter des informations vers des organisations qui travaillent dans ce domaine particulier. On fait beaucoup de reporting également à travers les tables sectorielles et les clusters pour vraiment essayer de créer cette synergie entre organisations. Et nous aimons toujours inscrire nos interventions dans un contexte local, parce que nous sommes conscients que ceux qui sont les placés pour répondre à la situation de la population, c'est encore la population locale. Donc, nous travaillons beaucoup avec les instances locales, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau des directions départementales, au niveau des directions départementales, mais aussi avec les autres acteurs humanitaires pour vraiment créer cette synergie, apporter une réponse multisectorielle et pendant que nous nous concentrons plus sur la santé et la santé mentale. C'est Marie-Thérèse, là, bonsoir. Et je suis ravie d'entendre cela parce que je pense que vous travaillez vraiment comme il faut avec les acteurs locaux, avec tous ceux qui vont pouvoir vous aider à développer un petit peu ce secteur tellement difficile et tellement compliqué dans la situation dans laquelle vous vivez. Je vous en remercie à tous. Merci beaucoup.
Euh, Il y a encore deux questions et puis après je vois le temps qui passe et encore une fois on est assez en retard sur notre horaire donc je vous propose qu'on prenne la question de Junior et il y a une question aussi dans le chat qui est arrivée sur comment on suit les femmes qui ont été prises en charge dans le projet après en fait la prise en charge pardon au niveau du projet Maman Mamatique. J'arrive pas à le dire. Bon, désolée, de santé materno-infantile. J'arriverai jamais à le prononcer ce nom de projet. Donc voilà, on peut commencer avec la question de Junior. On vous écoute. Ok, et bon, bonjour tout le monde. Et je vous remercie pour ce webinaire qui nous permet et de mettre en lumière la situation socio-sécuritaire en Haïti. Il y a quelque chose qui attire mon attention. En fait, je vois que vous parlez beaucoup de la situation socio-sécuritaire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Alors, même ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est uniquement à Désolée, Port-au-Prince le micro, vous êtes assez lointain. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Est-ce que Enfin, vous m'entendez là? ça a l'air d'être mieux. Je vous laisse la parole. Ouais, et je vois que vous parlez beaucoup de la situation socio-sécuritaire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Moi-même, ce que je voulais savoir, est-ce que les sites de déplacés, c'est uniquement à Port-au-Prince qu'on peut rencontrer ça? Ou s'il y a d'autres communes, d'autres départements du pays où il y a des sites de déplacés, est-ce que vous avez l'intention d'élargir vos actions dans ces sites-là? Merci beaucoup. C'est pour la question. Du coup, qui veut y répondre? Très, très bonne question. Je pense que cette centralisation qu'on a fait au cours de nos différentes interventions sur Port-au-Prince, c'est peut-être parce que historiquement et dans le contexte actuel, nous concentrons beaucoup nos efforts et nos activités sur Port-au-Prince. Mais en réalité, la situation sécuritaire est des plus alarmantes dans la capitale haïtienne, à Port-au-Prince, effectivement, mais cette situation a des impacts et également des extensions dans des villes de province. Nous n'allons pas rentrer dans une démarche de décrire toutes les zones qui sont affectées, mais il y a dans certaines villes de province dans certaines villes de province, il y a également des groupes armés qui opèrent, qui menacent la population, qui à travers des exactions, etc. Et c'est dans ces villes de province, dans certaines villes de province, il y a cette même réalité de sites de déplacés qu'à Port-au-Prince. Il y a des sites de déplacés dans certaines autres villes, comme par exemple Léogane, Grissier, dans certaines villes du département du Centre, comme par exemple la ville de Hinche, et également dans certaines régions de l'Artibonite. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que les sites de déplacés ne sont pas la seule réalité, les seules destinations des gens qui ont dû fuir leur maison. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle des familles d'accueil. Et les familles d'accueil sont situées majoritairement dans les villes de province. C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé de fuir la capitale, la personne ou encore la famille ne s'est pas réfugiée sur un site, mais s'est réfugiée de préférence chez un parent, une connaissance dans une ville un peu plus éloignée, une ville un peu plus calme. Et dans ces situations également, on constate qu'il y a quand même un impact sur la vie de cette famille qui accueille. Parce que c'est pas forcément des familles qui avaient des moyens extrêmes de subsistance. C'est parfois également des familles qui peinaient à peine à subvenir aux besoins de base et qui maintenant sont obligées d'absorber la charge d'une autre famille qui se réfugie dans leur maison, dans leur communauté. Donc, c'est une situation compliquée. C'est une situation compliquée. Peut-être que la réalité des sites de déplacés est plus flagrante sur Port-au-Prince, mais il y a quand même des villes de province qui sont touchées par le phénomène et il ne faut pas non plus minimiser l'aspect des familles d'accueil en dehors de la capitale. Merci. Du coup,
Merci beaucoup. Du coup, pour la dernière question sur le suivi des femmes après la prise en charge en santé maternelle infantile, peut-être que Maya, tu peux préciser ce qui se passe dans le suivi après cette prise en charge? Ok. Dans le cadre du projet Maman Attitude, vraiment, les femmes enceintes sont prises en charge sur le projet dans deux structures. On a le centre médico-social de Petit Place Caso qui est un SONUB, donc c'est une structure qui prodigue vraiment des soins obstétricaux et néonataux de base. Donc, on essaie d'appuyer au maximum ce centre en lui apportant vraiment des médicaments essentiels pour faire le suivi de ces femmes enceintes et des enfants en bas âge. Et de notre côté, pour Jalousie, on est dans la même démarche, mais le fait que c'est un centre de santé communautaire, donc ils ne font pas d'accouchement. Donc, mais lors des consultations, on s'assure vraiment que les femmes aient tout ce dont ils ont besoin. Donc, on s'assure que ces centres ont les matériels nécessaires. Les femmes enceintes peuvent bénéficier de médicaments et aussi de sonographie. Mais après leur prise en charge, si par exemple à Jalousie, comme ils ne font pas d'accouchement, on essaie vraiment de mettre un système de référencement vers des structures et qui peuvent vraiment accueillir ces femmes pour les empêcher vraiment d'accoucher chez elles, d'accoucher seules sans assistance. Et dans les cadres de cliniques mobiles aussi, dans les sites déplacés, quand on rencontre ce genre de cas, soit avec les femmes enceintes, on fait pareil. On fait la prise en charge et on s'assure de les référer vers les structures partenaires, que ce soit à Petit Place Caso ou encore à Jalousie, ou vers des structures qui sont vraiment proches des sites pour permettre qu'elles font le suivi jusqu'au bout de leur accouchement. En gros, c'est ça. Ben, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci d'être venu participer et d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour info, c'est un peu une première pour DSF. Donc, on est très intéressé aussi d'avoir vos retours sur le webinaire. Savoir un petit peu voilà, ce que vous en avez pensé. Et puis, parce qu'on espère pouvoir en faire d'autres. Et donc, on espère qu'on s'améliorera potentiellement sur ce qui... Voilà, qu'on s'améliorera. Donc, on vous met un petit sondage quiz très, très rapide si vous pouvez effectivement le compléter. C'était important donc pour l'équipe de pouvoir partager et sensibiliser sur ce qui est vécu tous les jours. D'autant que ben, on a considéré, et vous l'avez bien compris, qu'il était important de rester mobilisé sur cette crise qui est oubliée, ce qui est un terme d'ailleurs terrible, ce mot oublié, parce qu'oublier ne veut pas dire terminer. Donc voilà, donc on reste actif et on juge maximum de temps possible et on tente de répondre encore aux besoins des plus vulnérables, vous l'aurez compris. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Nous vous invitons également, si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire sur la page Google de DSF, dont le lien vous est partagé dans le chat. Voilà, un grand merci à tous, vraiment. À l'équipe, merci beaucoup de vous être mobilisés et d'avoir travaillé tout ça, parce que c'était vraiment du boulot. Et moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petit échange et pour les questions pertinentes que vous avez posées. Alors, au nom de l'équipe Douleurs sans frontières, je tiens à réaffirmer combien ce webinaire s'inscrit vraiment dans notre engagement à renforcer les pratiques du terrain, à valoriser les expériences locales et aussi à construire ensemble des réponses adaptées aux besoins des populations dont nous accompagnons. Donc, nos projets sont avant tout des aventures humaines et collectives
qui vise vraiment à renforcer les soins, à resserrer le lien entre les structures de santé et les communautés, mais aussi à replacer la dignité et le bien-être des femmes, des enfants et des familles au cœur de nos actions. Donc nous partons vraiment avec l'élan de continuer à apprendre, à ajuster et à faire mieux. Donc, merci encore à tous les participants, merci à nos partenaires, on remercie l'équipe d'organisation et surtout toutes celles et ceux qui chaque jour rendent possible nos actions sur le terrain. Merci.